Bonjour à tous, pour ce Zoom du jour, je suis ravi d'accueillir un militaire qui a quitté les opérations Commando Marine. Louis Saillant, bonjour. Bonjour monsieur. Vous venez nous présenter votre ouvrage « Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine » parce que vous avez été commando marine opérationnel. C'est exact, tout à fait exact. Pendant une dizaine d'années? J'étais dans les opérations spéciales pendant une dizaine d'années, c'est ça. Et là actuellement je suis un peu en retrait des opérations, dans un poste un peu plus administratif, mais toujours dans l'armée. Pour mettre un cadre à cet entretien, il y a environ 400 commandos marines opérationnels en France. Vous avez été chef d'une unité commando marine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une opération commando marine? Alors moi j'étais chef de groupe chez les commandos marines, donc c'est des groupes de 10 à 20 personnes. Et c'est des opérations que l'on mène, alors historiquement ce sont des opérations coup de poing, et des opérations que les soldats de la Seconde Guerre mondiale pouvaient mener derrière les lignes ennemies. Aujourd'hui, ça correspond un peu plus à des opérations d'infanterie légère, peut-être, avec donc des opérations héliportées, de jour, de nuit, des opérations d'infiltration en profondeur, mais aussi des actions un petit peu plus chirurgicales, comme des captures de chefs djihadistes. On va commencer en ordre chronologique avant de devenir chef de groupe. Ouais. Vous avez passé un stage commando. On voit souvent des reportages dans des conditions extrêmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les circonstances de ce stage commando marine et les épreuves qu'il faut passer pour obtenir ce béret vert? Il y a deux grandes notions dans le stage commando. La première, ça va être la notion de dépassement qu'on va retrouver dans toutes les épreuves physiques. Donc c'est des marches, des courses, voilà. Donc c'est des choses qui sont finalement un peu banal, et puis il y a un deuxième volet qui est un peu plus mental, on va dire, et qui va chercher ce qu'on appelle notre rusticité, notre capacité à endurer. Et là, du coup, ça va plus porter sur le manque de sommeil, une hygiène proche de zéro, une alimentation en pointillé, et une vie en extérieur en permanence, soumis aux éléments et très souvent mouillé. Et puis des blessures également. Vous racontez que vous avez été blessé, que le médecin vous a dit « c'est terminé pour vous » et vous avez dit « non, c'est pas possible ». C'est des choix qui se posent à nous. Hein. Il y a des fois où on choisit. Alors c'est le seul endroit au monde où je pense on peut se faire une blessure grave, et si on a la volonté, on peut continuer la sélection. Parce qu'on est très surveillé, on a des instructeurs qui nous surveillent en permanence, qui sont toujours derrière nous pour observer. Et donc, vous pouvez, si vous cassez la jambe et vous dites « je continue », ils vous laisseront continuer, dans des conditions sanitaires un peu différentes, mais ils vous laisseront continuer. Donc vous intégrez les commandos marines en 2010, vous devenez chef de groupe 5 ans plus tard, donc en 2015, et vous menez des opérations et des missions de repérage de libération d'otages. Que se dit-on lorsqu'on se retrouve face à des troupes ennemies qui veulent votre mort? Parce que vous êtes intervenu notamment au Moyen-Orient et au Sahel. On se dit pas grand-chose en fait. Il y a beaucoup de situations où c'est une question de vie ou de mort. Donc la réflexion, elle est vite menée. C'est primaire, c'est un instinct primaire? Pour le coup, c'est un instinct de conservation. C'est ça qui va primer, et ils vont me dire, voilà, l'instinct va nous dire, soit je réagis, soit je meurs. Donc ça, c'est assez simple. Et ensuite, il y a toute la stratégie. Quand on prend un peu de recul, il y a toute une tactique qu'on va mettre en place pour limiter l'ennemi dans ses mouvements, couper sa manœuvre. Et donc ça, c'est un peu comme un jeu de football finalement. On est capitaine d'une équipe de foot, et on va placer ses billes, on va placer ses joueurs, et on va étudier une stratégie pour avoir l'ennemi. Mais à vrai dire, on n'a pas énormément de sentiments dans ces moments-là. On est plus sur l'efficacité. Moi, j'ai un espèce de logiciel tactique qui prend toute la place dans mon esprit et qui me dit quoi faire à quel moment. Dans votre ouvrage, vous expliquez chapitre par chapitre certaines missions que vous avez menées au Moyen-Orient et au Sahel. Dans l'une d'elles, vous deviez capturer un djihadiste, un boulanger, et au cours d'une opération nocturne, vous avez intégré sa maison, et pour le capturer, vous deviez passer au-dessus de sa famille. Que se dit-on dans ce moment-là? C'est des moments très intenses, dont on se souvient toute notre vie, parce qu'on joue un très bon tour à l'ennemi. Donc c'est très satisfaisant. On nous apprend au cours de notre carrière à
à être à la fois des guerriers capables de prouesses physiques assez importantes, mais on nous apprend aussi à être des espèces d'orfèvres très délicats. Et pour refaire une analogie avec le sport, c'est un peu comme au rugby. On nous apprend qu'il faut des joueurs pour déplacer du piano, et des pianos, pardon, et d'autres joueurs pour jouer du piano. Donc c'est un peu le même esprit, c'est un peu la même philosophie, c'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu composer avec l'environnement et pas partir bien en tête sur son objectif comme des bourrins, ce que nous ne sommes absolument pas, mais bien savoir composer avec son environnement et ce parfois de manière extrêmement délicate. Militaire d'élite, vous avez donc sur cette mission vu la famille de ce djihadiste. Est-ce que vous avez eu une compassion pour ces enfants? Est-ce que vous vous êtes dit on est en train de lui enlever son père? Oui, alors je pense que systématiquement, on a de la compassion pour les innocents, pour les familles. On sait très bien, même si c'est des familles de djihadistes, ça reste que leur famille. Enfin, ils n'ont pas demandé d'avoir un père qui soit un horrible tortionnaire de Daesh. Donc ça, forcément, on a de la compassion. Maintenant, ça ne nous empêche pas de capturer cet homme-là pour lui faire justice, pour le présenter devant la justice locale. J'ai utilisé le terme compassion parce que dans un autre chapitre, lors d'une mission extrêmement périlleuse, puisqu'il y a eu des échanges de tirs, vous avez blessé un terroriste, djihadiste, et grièvement blessé, et vous avez décidé de lui sauver la vie. Pourquoi? Alors, c'est pas passé exactement comme ça. On n'a pas décidé de lui sauver la vie. Initialement, j'avais sur les bras un prisonnier de guerre, donc quelqu'un qui s'est fait prisonnier. C'est-à-dire qu'il était blessé, ennemi blessé, il s'est fait prisonnier, il s'est rendu à nous. Donc forcément, on le considère comme un prisonnier. Maintenant, dans mon esprit, c'est quelqu'un qui allait mourir. Parce qu'il se trouve que moi, j'étais à l'endroit au moment où il fallait, donc c'est moi qui ai estimé ses blessures, et pour moi, il était cuit, il allait y passer. Bon. Maintenant, il se trouve qu'on avait une situation assez claire, on a une vision assez claire de l'environnement qui nous permettait de lui apporter des soins. Donc c'est ce qu'on a fait, même si ce n'était éventuellement que pour avoir bonne conscience, mais au moins on aurait fait ce qu'il fallait pour que voilà, il meure dans de bonnes conditions. Et il se trouve qu'en fait, les soins ont bien fonctionné, et finalement on l'a sauvé ce gars-là. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important à mesurer, mais il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'automatique. La guerre, c'est pas aussi simple que l'ennemi se rend, il est blessé, on le sauve, on le soigne. Ça marche pas comme ça. Les guerres de guérilla, ce sont des guerres qui sont très difficiles, qui nous demandent énormément, nous qui sommes sur le terrain, énormément de discernement. Vous regardez les conflits qu'il y a pu y avoir en Israël, où vous aviez des gens du Hamas qui transportaient des combattants en ambulance, qui stockaient des bombes sous des bâtiments d'habitation ou des écoles. Comment vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous faites sauter l'école pour les bombes? Est-ce que vous tirez sur les ambulances, toutes les ambulances? Enfin, c'est des choix qui sont toujours très difficiles. Et dans ces moments-là, la force prime le droit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi dans ces situations-là, il n'y a plus que nos consciences. Donc finalement, c'est vraiment sur nos consciences qu'on va se baser dans ces situations-là, aussi graves soient-elles. Pourtant, c'est un ennemi. D'ailleurs, certains de vos hommes vous ont pas reproché, mais vous ont fait remarquer pourquoi avez-vous sauvé cet homme-là alors que c'est un ennemi et que la mission n'était pas encore terminée? Je pense qu'en tant que chef, il est normal et presque sain d'être contesté. Si on n'est jamais contesté, c'est qu'il y a un problème. Mais ça fait partie du métier. Après, là, c'est une situation donnée. D'autres situations pouvaient se passer différemment. Il y aurait peut-être eu d'autres remontrances, d'autres remarques. Bon, là, ça s'est passé comme ça. Après, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que c'est des situations où on était extrêmement tendu. Là, c'était le dernier djihadiste d'une longue série qu'on venait de capturer au même endroit. Et donc, on avait été pris à partie à très courte distance. Donc, c'était extrêmement dangereux pour nous. Et on n'avait pas envie de mourir, en fait. Donc, il y a un moment, il faut aussi faire des choix. Parce que quand vous soignez un blessé, vous apportez un soin que vous retirez de votre infirmier, de votre médecin. Donc du coup, c'est un choix que vous faites à un moment. Alors là, en l'occurrence, le choix n'était pas de mon ressort, mais de mon chef. Mais ça voulait dire qu'au prochain engagement, vous aviez une cartouche en moins, éventuellement pour un de vos hommes blessés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail d'anticipation permanent. Permanent. Commander, c'est anticiper. C'est ce qu'on nous apprend. Et c'est la réalité. Commander, c'est anticiper. Et donc quand on anticipe ça,
on commence à se dire, est-ce que ça vaut la peine que je grille une cartouche pour un adversaire blessé, alors que peut-être je n'aurais pas assez de cartouches pour mes propres hommes. Et là, du coup, comment vous arrivez en fait, et là, du coup, ça devient cornélien comme dilemme. Non, mais c'est fascinant, c'est que vous êtes sur un terrain de guerre, des échanges de tirs, et vous avez la capacité de réflexion, savoir à anticiper le coup suivant. Est-ce qu'on vous l'apprend ou... C'est un entraînement, c'est notre métier en fait. Notre métier, c'est d'anticiper quand on est chef. D'ailleurs, c'est une des qualités du chef, de pouvoir anticiper. Si vous avez un chef qui n'anticipe pas, il n'a pas de vision et il ne sait pas où il va. C'est aussi simple que ça. Il vit dans l'instant, il vit à J+1, J+2 et ça va nulle part. Donc du coup, il faut avoir cette capacité de voir loin, parce que si vous voyez loin, vous voyez les options que l'avenir vous propose et vous agissez en fonction de ça pour le présent. C'est un travail qui est très délicat. Après voilà, donc c'est de l'entraînement, c'est des années d'entraînement. Autre mission, celle d'une prise d'otage. Vous étiez prêt à intervenir et finalement, vous n'avez pas pu puisque les autorités locales ne vous ont pas permis d'intervenir. À la sortie, il y a eu des morts, dont un Français, il me semble. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le coup ? Je pense que j'ai ressenti énormément de regrets et de remords. De la colère aussi ou pas ? Non. Non, pas vraiment. Je pense que la colère ne fait pas partie du même spectre de sentiments. Pour moi, la colère, c'est plus passionnel. Là, en l'occurrence, dans ces situations-là, ce n'est pas des situations passionnelles. Mais d'un point de vue professionnel, et même d'un point de vue humain, c'était très difficile pour moi de considérer qu'on ne pourrait pas agir alors qu'on pourrait améliorer la situation. Et donc ça, c'est un regret que j'ai, un vrai remords, et je ne suis pas sûr que si on remontait dans le temps, que j'ai les mêmes agissements. Est-ce que vous avez pensé à désobéir ? Oui. Oui, parce que je pense que ma conscience me dictait autre chose. D'intervenir ? Et du coup, ça c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'il y a ce conflit, quand ce conflit commence, ça devient très difficile à gérer. Pour mémoire, rappelez-vous, en 1942, quand tout Paris devait exploser sur ordre de l'état-major allemand, qui s'était replié à Berlin, le général qui était en charge de la mise à feu des explosifs dans le tout Paris, sur tous les monuments principaux de Paris, n'a finalement pas fait la mise à feu. Pourtant, il a désobéi à un ordre direct. Mais il a écouté sa conscience. Est-ce que c'est possible d'écouter sa conscience quand on est militaire ? Je pense que c'est ce qu'il faut faire toujours, tout le temps. Et qu'à partir du moment où la mission commence à ne pas aller dans le même sens que sa conscience, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se poser de vraies questions. Et en tout cas, il faut le dire. Et vous vous êtes posé cette question ? C'est peut-être pour ça que vous avez ça quitté... Souvent. Non, mais ça arrive souvent, en fait. Ça arrive souvent. Parce que le monde n'est pas parfait, nos ordres ne sont jamais parfaits, il y a toujours des ajustements. Et ce que vous faites, quand on vous donne un ordre et que vous l'étudiez pour essayer de le décliner, votre conscience rentre en jeu, en fait. C'est-à-dire vous dites, il y a une mesure de risque. La prise de risque, ça fait partie de notre métier. Savoir à quel point est-ce qu'on est en train d'entériner nos chances de gagner par rapport au nombre d'hommes ou de pertes qu'on pourrait avoir. C'est ce qu'on fait en permanence. Donc en fait, la conscience intervient en permanence dans cette réflexion-là. Est-ce que c'est votre conscience qui vous a conduit à quitter les unités opérationnelles ? Je ne sais pas si c'est ma conscience. Peut-être que j'aurai les idées un peu plus claires dans quelques années. Mais en tout cas, moi, ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait un plan long terme sur les actions aujourd'hui qui sont menées. Moi, je pense que toutes les actions sont nécessaires et légitimes. Toutes les actions que les armées françaises mènent, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait et je recommencerai 10 fois s'il fallait. J'en suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on voit le bout du tunnel. Mais vous voyez des effets bénéfiques quand même de vos opérations ? Je pense qu'aujourd'hui, si tout le Sahel n'est pas à feu et à sang, c'est grâce aux armées françaises. Tout le nord du Sahel, c'est une énorme plateforme d'échange pour le nord de l'Afrique, où transitent des axes commerciaux majeurs, la transsaharienne, tous ces axes-là, mais aussi il y a des trafics énormes. Il y a des trafics de drogue, trafic d'armes, trafic humain.
qui partent et arrivent par la Libye, puisque la Libye est dans tout l'enchaînement des pays du nord de l'Afrique. C'est le pays est le seul qui n'a pas de gouvernement stable et qui ne tient pas ses frontières. Donc c'est par là où passent tous les trafics. L'essentiel en tout cas. Aujourd'hui, on devrait se concentrer sur la Libye. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une armée puissante comme celle de la France pour juguler tous ces trafics dans tout le nord de l'Afrique, en fait, demain, qu'est-ce qui empêchera l'implantation d'un État islamique au milieu du Sahel avec comme principal axe d'alimentation tous ces trafics qui, pour le coup, n'auront plus personne pour les juguler? Qu'est-ce qui va empêcher cette situation-là? Est-ce qu'il y a d'autres nations qui sont prêtes à prendre notre place actuellement? Actuellement, non. Mais la France est seule au Sahel. Les alliés les alliés européens qui commencent à se joindre à la bagarre dans le Sahel, mais effectivement, pour l'instant, c'est la France qui est responsable de l'effet majeur là-bas. Maintenant, ça, pour moi, c'est une fois de plus, je le dis, la position là-bas et la posture est légitime à mes yeux. Maintenant, la question, c'est de savoir comment, maintenant, on stabilise toute la situation. Alors, on a essayé avec le G5 Sahel, on a investi de l'argent, ça fait 20 ans qu'on a investi de l'argent là-bas. L'argent, je crains qu'il ne s'arrête qu'aux hautes strates du pouvoir local, des différents pays localement. Les gars là-bas sont résolus à combattre les islamistes. Moi, j'ai vu les combattants locaux, ce sont de vrais guerriers qui sont encore plus résolus que nous pour bouter les islamistes hors de leur pays. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Les populations, elles sont sous le seuil de pauvreté, elles n'ont pas d'électricité, elles n'ont pas d'eau courante. Je veux dire, on ne peut pas gagner dans ces conditions-là. Hein. Enfin, clairement, personne, aucun humain, je pense. Hein. Je pense qu'on vous met dans la rue avec une armée d'occupation. Votre premier souci, alors vous êtes bien content que l'armée d'occupation garde vos ennemis à distance. Maintenant, votre premier souci, c'est de donner à manger à votre famille et de savoir de quoi demain sera fait. Et là, par contre, c'est pas la même paire de manches. C'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'au cours de vos opérations, puisque vous avez été presque 10 ans sur le terrain, est-ce que vous avez vu un changement de comportement des populations locales à votre égard? Je pense qu'il y a une islamisation des populations. C'est assez périphérique dans la plupart des populations, mais on voit les attitudes ne changent pas trop, mais il y a une certaine méfiance maintenant vis-à-vis des forces françaises, même si les gens accueillent encore les forces françaises avec beaucoup d'empathie. Hein. On a des rapports qui sont très favorables avec les populations locales, déjà parce qu'elles se sont frottées aux islamistes. On les a libérées de ça, il faut le souligner, donc ça c'est déjà un bienfait qu'on leur a apporté. Et pour l'instant, on fait un petit peu, en plus de notre travail de militaire, on fait un peu la police dans le Sahel. Donc ça, ils sont très reconnaissants par rapport à ça. Maintenant, effectivement, Victor Hugo disait, on arrête on arrête la progression des armées, on n'arrête pas la progression des idées. Et si vous voulez, nous, les armées, on les arrête actuellement. Est-ce qu'on arrête les idées? C'est ça la vraie question. C'est d'ailleurs ce que vous dites. On ne gagne pas la guerre sans gagner les cœurs. Moi, si on est capable de nous donner un exemple dans l'histoire de l'humanité où des gens qui ont gagné une guerre sans gagner, une guerre de guérilla, j'entends, hein, ce qui est assez particulier comme guerre, sans gagner les cœurs et les esprits, je suis prêt à l'entendre. Mais pour moi, ça n'arrive pas. C'est ce l'armée française n'arrive plus à le faire? L'armée française, je pense elle a des capacités qui sont énormes. Je pense que l'armée française est capable de beaucoup de choses. Mais ce sont les ordres qui ne sont pas les bons. Alors maintenant, est-ce que c'est pas les ordres, mais moi en fait la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une vision dans cette histoire? Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce qu'il y a un itinéraire jalonné avec des étapes? C'est ça qui est intéressant de savoir en fait. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui caractérise l'ennemi là-bas, c'est notamment leur capacité de recrutement, qui est très intéressante. Parce qu'ils ont une capacité de recrutement auprès de populations qui sont certes pauvres, certes peu éduquées, mais pour autant, leur outil de recrutement, il est extrêmement performant. C'est-à-dire qu'ils recrutent très facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils offrent un idéal. Un petit berger de 13 ans qui s'occupe de ses chèvres dans ces pays-là, en fait, quand on arrive et qu'on lui propose un idéal, on lui propose une transcendance
un truc, quelque chose qui est plus grand que lui à accomplir ou à suivre, en fait, ça va l'habiter, ça va lui donner un sens à sa vie. Et c'est ça, en fait, qui séduit le gamin plus que le portable tout neuf ou les $2000 et la Kalachnikov. C'est ça qui va le séduire, c'est mettre un sens à sa vie. C'est cette transcendance-là, en fait, qui fait qu'ils peuvent recruter et qu'ils continueront à recruter et à croître, même si c'est en périphérie, même si ça va être un jeu de vases communicants, on va les chasser d'un endroit et ils vont venir à un autre. Regardez au Moyen-Orient, on a défait le califat islamique, il est actuellement en train de se remonter. On n'arrivera jamais à mettre fin, à éradiquer cette idéologie. Bien sûr que si, on va y arriver. Sauf que le problème, c'est que pour y arriver, il va falloir accepter d'engager le vrai problème qui est cette transcendance, de l'affronter en fait. Parce qu'aujourd'hui... Comment on l'affronte ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que on a des armées occidentales où on a évacué la question de la transcendance, qui affrontent des groupes terroristes qui, pour eux, sont construits, sont conçus autour de cette transcendance-là. Si on n'affronte pas l'ennemi sur le même terrain, si on n'affronte pas l'ennemi sur le champ idéologique, sur le champ de la transcendance, en fait, on n'arrivera jamais à proposer aux gamins mieux que cet objectif un peu indépassable qui va donner un sens à toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, en plus, ça ne se cantonne pas aux armées à l'étranger. Enfin, ça ne se cantonne pas aux guerres de guerriers à l'étranger. Un gamin, aujourd'hui, un peu esseulé, un peu paumé dans sa vie, avec des vies fracturées, comme on en a tous, qui est touché par ces gens qui lui proposent de suivre un idéal qui est plus grand que lui et qui met un sens à toutes ses souffrances, mais le gamin, il achète tout de suite. Il achète tout de suite. Et si on n'a rien à lui proposer en dehors de lui offrir une PlayStation et d'aller voir le psychologue, il est perdu, cet enfant. Et qu'est-ce qu'on a à proposer aux militaires français ? Aux militaires français. Actuellement, en 2015, il y a un phénomène intéressant. En 2015, il y a eu toute une génération, des centaines de combattants français qui sont partis combattre dans l'État islamique. Les frères Klein, tout ça, là, voilà. Ces gens-là, quand il y a eu cette évacuation, les pouvoirs politiques ont voulu marquer le coup en disant on va monter un centre de déradicalisation. Les centres de déradicalisation, est-ce que vous savez combien de djihadistes ils ont déradicalisés ? Pas beaucoup. Ils en ont déradicalisé un dont on n'est pas sûr de la déradicalisation. Il y a un journaliste, Thompson, je crois, M. Thompson, qui avait fait un article, une longue enquête là-dessus. Et c'était assez navrant de voir qu'en fait, on n'avait aucune idée de savoir comment on déradicalisait un gamin. Mais parce que ces gamins-là, quand ils ont une vision mystique du monde, quand ils ont une vision qui est plus grande que tout ce qu'on connaît de notre monde matérialiste, mais ces gamins-là, ils sont acquis à la cause, en fait. Ils sont indéboulonnables. Jamais on pourra les récupérer. À moins de proposer autre chose d'encore plus grand. Et donc c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cette espèce de grandeur, un espèce de sens de l'héroïsme, du sacré, à leur donner pour les faire rêver, en fait, ça va être très difficile de gagner les guerres de guérilla comme ça. Vous avancez quelques idées de pistes pour combattre cette idéologie-là, et vous voulez faire de la pédagogie. Non, pas du tout. Non. Vous voulez pas... Non, je veux pas faire de la pédagogie. En fait, il y a un thème, moi, que j'aime beaucoup, c'est le thème de la responsabilité. Le thème de la responsabilité, moi, je trouve... C'est votre conclusion. C'est une de mes conclusions, en tout cas. C'est celle que je donne dans le livre. Le thème de la responsabilité, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que je parlais de nos vies qui sont toutes un peu fracturées. Nos vies, qu'on le veuille ou non, sont toutes condamnées à être des monceaux de souffrance. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on va souffrir. Ce qui est terrible pour ces jeunes aujourd'hui, c'est de souffrir sans avoir de sens, en fait. C'est ça qui est très dur. C'est-à-dire que c'est des gamins à qui on propose plus de prendre des responsabilités, de prendre des engagements. Et du coup, ils pensent qu'en évitant ces choix-là, en fait, ils évitent la souffrance. Et à 30 ans, ils se retrouvent avec des addictions à l'alcool, à la pornographie, à la drogue, aux jeux vidéo, célibataires et dépressifs. Et en fait, ils se disent, je comprends pas, je croyais avoir esquivé toutes les grandes responsabilités qu'on me donnait dans ma vie, et là, je me retrouve avec ce mur de souffrance face à moi. Donc, et c'est là où un être humain explose, et c'est normal. Hein. Enfin, moi, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Le problème, c'est qu'on leur ment, en fait. Parce qu'en fait, on leur fait croire qu'en évitant toutes les responsabilités et les engagements, on va éviter la souffrance. L'idée de la responsabilité, c'est de dire, prenez vos engagements,
quels qu'ils soient, et vos souffrances auront un sens. Et ça change tout, en fait. Parce que on se lève le matin, c'est pénible. On a envie de dormir, on est obligé de se lever le matin, on est obligé de faire de la route, d'aller au boulot, de respecter nos engagements, etc. Tout ça, c'est pénible, mais il y a un sens à tout ça. Il y a quelque chose qui fait qu'en fait, ok, je le fais pour une raison, pour un salaire, pour manger, donner à manger à ma famille, pour, je sais pas moi... construire sa vie. Construire sa vie, tout simplement, et devenir plus grand, devenir meilleur. Nous, le premier truc qu'on nous apprend dans l'armée, à faire dans l'armée, c'est à faire son lit. C'est tout bête, hein, c'est tout simple. Et ce que j'aime beaucoup dans la responsabilité, c'est que la responsabilité, en fait, ça commence tout petit. C'est-à-dire, c'est à son niveau, on a quelque chose. Ranger sa chambre, faire son lit, faire ce truc qu'on laisse traîner depuis des mois, mais on sait qu'il faut le faire, mais voilà, prendre les 10 minutes qu'il faut pour le faire. C'est des petites responsabilités qui permettent de mettre de l'ordre dans notre vie. Et la responsabilité a aussi cette vertu, c'est que si vous commencez petit, en fait, vous allez croître automatiquement. C'est-à-dire que vous faites votre lit, l'instant d'après, vous êtes en train de ranger votre chambre, l'instant suivant, vous êtes en train de repeindre le couloir et de réparer toutes les merdes dans votre vie et de faire en sorte que vous ayez une vie structurée, saine et que vous deveniez un homme responsable. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont accessibles aux hommes, mais on ne leur dit pas en fait. Parce que souvent, il y a... Le principal problème, c'est la peur de la souffrance déjà. C'est de se dire, si je m'engage, je vais souffrir parce que je vais rater, je ne vais pas venir. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est la boxe. J'ai fait un petit peu de boxe en compétition quand j'étais plus jeune. Et mes premières compétitions, j'avais 5 combats de prévus. C'était un dimanche. Il y avait 2 combattants qui sont venus. J'ai regardé mon entraîneur, j'ai dit, mais c'est quoi le truc en fait là, il y a un problème, ils ont eu un accident. L'entraîneur n'avait pas l'air du tout surpris. Il m'a dit, mais en fait, la plupart des gens ne viennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne viennent même pas au match. J'étais, mais comment c'est possible? Et je comprenais. C'est-à-dire que moi, à l'entraînement, on me demande de faire la compétition. Mon entraîneur, il me dit, bon alors, la compétition dimanche. Alors moi, fier comme un coq, je dis, bien sûr que je viens. Bien sûr, la veille, j'ai l'estomac noué, j'ai peur, je veux pas y aller, je me dis pourquoi est-ce que j'ai dit que j'y allais, etc. Le jour J, pareil, je suis transi de peur, mais je monte sur le ring et j'affronte mon adversaire. Et rien que ça, c'est une vraie victoire, de fait de pouvoir prendre cet engagement et de le respecter jusqu'au bout. Et en fait, la plupart des gens aujourd'hui, ils ont tellement peur de perdre qu'en fait, ils n'osent même pas y aller. C'est un truc de fou, non? C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, c'est tellement effrayant de ne pas honorer son engagement qu'on n'y va même pas. La peur de l'échec. Peur de l'échec. Et du coup, il y a énormément de gens qui se restreignent et qui disent non, non. Parce qu'ils ont peur, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend plus aux jeunes, c'est à dire vas-y. Vas-y. Aujourd'hui, on voit aux États-Unis, il y a des compétitions pour les enfants où il n'y a plus de perdants. Parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait la souffrance du gamin qui a perdu, en fait. Ils veulent épargner ce gamin-là une souffrance. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ils en font un gamin moyen, qui pense qu'en fait, toute sa vie, il n'a pas besoin de se surpasser. Ils ne donnent pas à l'occasion de ce gamin-là la chance de se surpasser, en fait. Parce que c'est ça, en fait. C'est la chance de se construire, de grandir, de devenir meilleur, en fait. C'est ça qu'on fait quand on fait son lit. C'est ça qu'on fait quand on monte sur le ring, en fait. C'est ça qu'on fait à chaque instant. Sauf que ça, c'est dur. Et ça fait peur, en fait. Et ça, c'est ce que je veux apprendre aux gamins aujourd'hui, parce que c'est ça qui va leur permettre de se construire et d'accepter les souffrances qui, inévitablement, ils vont endurer dans leur vie. Ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, je suis une pupette. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est très intéressant. Mais ce sera quand même le mot de la fin. Responsabilité, engagement. Exactement. Je rappelle, votre livre, Chef de guerre, au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, c'est aux éditions Mareuil. Merci beaucoup, Louis Saillant, d'être venu nous voir. Merci Thibaut.